Le premier cas concerne un jeune de 43 ans qui nous a été adressé pour douleur thoracique qui irradie à la partie supérieure du thorax et à l'omoplate du côté droit. Ces douleurs durent depuis 1 mois. Alors, dans les facteurs de risque, on trouve une hypertension artérielle de découverte récente, il n'y a pas de tabagisme, une dyslipidémie sous régime, surcharge pondérale et à l'examen cardiaque, une hypertension artérielle, comme vous voyez, systolo-diastolique au niveau des 2 bras. Et en orthostatisme, 180-110. Il faut dire que son médecin fait l'orthostatisme. Moi, lorsqu'il examiné comme ça, je ne l'ai pas mesuré au début. Donc, à l'ECG, voilà son ECG. On m'a dit que ce sont des cas pratiques, donc communicatifs. S'il y a quelqu'un qui a une observation ou interprétation, c'est... C'est ça. Je ne sais pas si c'est ouvert pour commenter ou non. Ça marche. Un électro en rythme sinusal, et puis on voit des troubles de la repolarisation qui évoquent fortement une maladie coronarienne avec une lésion sous onde cardiaque en postérolatéral, non? Absolument, monsieur. Il n'y a pas de trouble de rythme, il n'y a pas d'astuce là-dedans, non? Donc, un sous-décalage en D2, D3, AVF et des ondes qui sont symétriques en V1, V2, V3. Après la fin de l'examen clinique, le patient sort de la salle d'examen. 5 minutes après, il dit qu'il a des douleurs thoraciques. Donc, on le réinstalle. On fait un ECG per douleur. On voit que les troubles de repolarisation s'accentuent en inférieur. Voilà la première dérivation D2, D3. Et voilà le reste de l'ECG avec la VL et D3. En antérieur, regardez que le sus-décalage est accentué. Et voilà V4, V5, V6. Donc, devant l'aggravation de signes électriques. Pardon. L'aspect en V1, V2, V3, vous le prenez comme quoi? Normal ou comme une image en miroir de ce qui se passe en inférieur? En fait, monsieur, devant les signes cliniques, je le prenais comme une modification électrique en rapport avec le syndrome coronarien, puisqu'il a été adressé pour ça. Et il avait les douleurs qui étaient, pour moi, ce monsieur faisait un syndrome coronarien aigu. Donc c'était une image en miroir? Absolument. C'est ce que je vous montre son premier ECG. Donc il n'avait pas de douleur, c'était à la salle d'examen. Et le deuxième, voilà. Regardez. Ici, le sus-décalage. Et on a fini l'ECG, le malade dit « j'ai toujours mal ». Et exactement à la pointe de l'omoplate droite. Donc je lui ai dit « voilà, le médecin qui vous a envoyé, c'est fort probable que c'est un syndrome coronarien ». Et bien sûr, on ne va pas par plusieurs chemins. L'échographie cardiaque, elle a montré une HVG, mais le reste des structures cardiaques normales, j'ai écrit juste pour ne pas charger. HVG modéré, contractilité globale et segmentaire normale, fraction d'éjection qui est normale, l'oreillette droite normale, pas de penchement péricardique, pas d'HTAP. Donc, je lui ai demandé de s'hospitaliser pour coronarographie en urgence. Et il est venu avec du Plavix qu'il avait pris, de l'aspirine, statine, bien sûr, anti-agrégant plaquettaire. Il avait tout le traitement du syndrome coronarien, puisque les douleurs, ça remonte à 1 mois. Et des troponines qui sont faites à répétition, dans la dernière que j'ai faite le jour de l'examen, qui était négatif. Et puis la douleur a une irradiation postérieure quand même, vers l'omoplate. Oui. Ça ne fait pas très... Qui irradie. Et il a une douleur au niveau de la partie antérieure du thorax et une irradiation de temps en temps. Le malade n'est pas très intellectuel, c'est un poissonnier de bas niveau économique, mais il me dit voilà, je me lève, j'ai des douleurs là, j'ai des douleurs là. Après, au début, je me dis peut-être qu'il est au cabinet, il est en train de simuler. On va voir le CG. Et il a trouvé que l'aggravation des signes électriques. Donc, il a été hospitalisé dans un hôpital provincial et pendant 1 semaine, il cherchait de le stabiliser. Chaque fois qu'il y a des symptômes, ils font des examens. Il y a des modifications électriques, mais il n'y a aucune preuve. Lorsqu'il est venu avec une troponine négative, calémie normale, ionogramme normal, TP normal, tout le bilan normal. Donc, je lui demande de faire la choro. Il est parti, bien sûr, parce que les moyens, voilà sa biologie, le traitement qu'il avait reçu. Il revient 3 jours après
parce qu'il n'avait pas le moyen de se faire une coronarographie. Il est parti à l'hôpital, il est revenu, toujours les douleurs, on l'a hospitalisé. Voilà son ECG. Toujours les modifications au territoire inférieur, le segment ST qui est un petit peu suspendu. Et entre-temps, il a fait des douleurs. Troponine qui était refaite au CHU, négatif toujours. Donc on a fait une coronarographie. Normal, je me demande si on avait pensé à faire un autre examen. Mais vu les symptômes et tout ça, il fallait trancher s'il y a un syndrome coronarien aigu ou non. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Arbi? Est-ce que vous aurez pu... Parce que si je vous ai dit au staff que ce malade avait des troubles de repolarisation comme ça et tout, vous allez me dire qu'il n'a pas de facteur de risque, il est jeune, la dyslipidémie, on ne sait pas, ça remonte à quel. Est-ce qu'on est en droit d'aller faire un coronaro? Maintenant que des jeunes à 27 ans font des infarctus de myocarde, on est en droit d'aller voir ce qui se passe. Là aussi, une douleur à irradiation postérieure et la détroponine normale. Normal, absolument. Ça fait quand même... mais j'aurais fait peut-être comme vous, ayant peur, j'aurais décidé de lui faire une coronaro. Hein? Voilà, la coronarographie, elle est normale. Oui, ça va venir. La coronaire droite, elle est normale. Les lésions, les vaisseaux gauches sont normaux, il n'y a pas de naissance anormale des artères, mais quand même, M. Assed a fait la coro et pendant 15 minutes, il avait un petit peu du mal à faire passer la sonde, la GL, par voie radiale droite. Et je me disais, pour que M. Assed ait eu du mal à la faire passer comme ça, peut-être qu'au niveau de l'aorte, il y avait quelque chose, sachant que la radio pulmonaire, il n'y avait pas d'élargissement médiastinal, que la partie initiale de l'aorte que j'avais mesurée faisait 36, peut-être ce monsieur faisait une dissection de l'aorte chronique. Voilà, parce que je ne peux pas... Hein? Absolument. Je l'ai vu, j'étais à la salle, je voyais, je me dis, si quelqu'un d'expérimenté comme ça, il n'arrive pas à passer, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est la vérité. Donc là, je me suis dit, pourquoi pas? Regardez la GL, il faisait des courbures au niveau de l'aorte. Que ce soit pour passer vers le réseau gauche ou le réseau droit. Je me suis dit que peut-être il y a une anomalie. Là, ça c'est le tronc. On a revu les lectures plusieurs fois de la coronarographie. Il n'y a pas de naissance anormale. Donc, au niveau coronarien, tout est bon. Donc, dans la même journée, il a eu sa première irradiation d'iode. Et dans la même journée, on a décidé de partir pour finir le bilan. Donc, on a fait l'angioscanner thoracique. Alors, chez le radiologue, plusieurs questions étaient posées. Est-ce que c'est une pathologie de l'aorte? Est-il en train de déséquer? Est-ce que c'est un problème bronchopulmonaire? Vous permettez une seconde, est-ce qu'on doit limiter le temps d'intervention? Voilà, d'accord. 15 minutes. D'accord. Yeah. Donc, pathologie de l'aorte comme dissection, une pathologie bronchopulmonaire, une pathologie nerveuse, voilà, les sciatiques qui simulent le même tableau, ou bien une douleur d'origine pancréatique. Sur le plan biologique, on avait lancé au lyonogramme la hypasémie, amylésémie, était normale. Donc, ce qu'on a eu par le scanner. Alors, le scanner a éliminé de manière formelle la présence d'une dissection de l'aorte et que la partie initiale de l'aorte, la crosse de l'aorte, la partie descendante était de calibre, n'était pas dilatée, 36 au maximum. Voilà la crosse et... vous voyez ici, je l'ai mise, vous avez l'HVG. J'ai pris j'ai demandé qu'on fasse une coupe au niveau de l'HVG du malade. Ça veut dire que son hypertension artérielle n'est pas assez récente quand même, parce qu'il a dit 1 an, peut-être plus. Je ne sais pas. Donc là, il n'y avait pas de dissection de l'aorte, il n'y avait pas d'embolie pulmonaire. Le malade, c'est un niveau socio-économique un petit peu bas, donc il ne pouvait pas se permettre de faire plusieurs examens. Donc on a demandé gracieusement au radiologue de faire un coup au niveau de son abdomen. Et voilà le résultat. Il a trouvé je vous passe le compte rendu, c'est mieux. Les valeurs de l'aorte, ce qu'on cherchait, il a trouvé qu'il y avait une masse, une hyperplasie de la surrénale gauche, associée à un nodule du bras antérieur qui mesure 22 mm. Et bien sûr, il nous a dit ce qu'il faut faire, confronter la clinique et la biologie. Alors maintenant, est-ce que c'est ça qui est responsable de tout ce tableau clinique? Jusqu'à quel point cette masse peut être responsable de tout ça? Et comme on sait très bien que... Voilà les images. Voilà, il a dit que sur le bras antérieur de la surrénale, la flèche s'est déplacée.
il y a une petite masse. Ils ont fait une deuxième relecture et ils ont conclu que c'est un nodule du bras antérieur de la surrénale. Alors maintenant, est-ce que c'est une hypertension artérielle en rapport avec une tumeur de la surrénale? Je ne sais pas. Donc il fallait prouver qu'il y a une relation entre cette image et la symptomatologie qu'on a. Voilà. Donc c'est ça, je vous ai dit ça. Et bien sûr, on a mis le malade sur traitement médical. Il a reçu 3 antihypertenseurs, un bêta-bloquant, un ARA2, diurétique. Et lorsque j'ai vu le bras antérieur de la surrénale, bien sûr, on a mis de l'aldactone. Et une semaine après, on a mis un MAPA pour contrôler et il continue à avoir des pics d'hypertension artérielle, c'est le matin, au cours de la journée, quand tu vas avoir 18, 12. Donc, mais jusqu'à présent, on n'a pas eu le malade, il est traité. Au début, difficilement, on n'arrive pas à avoir des chiffres tensionnels corrects. Il y a de l'hypertension prouvée, il y a un adénome, on n'arrive pas à faire le lien entre ces images. Et surtout que la biologie, que l'imagerie n'est pas concluante. Il n'y a aucun examen qui permet de faire le lien entre la tumeur. Même l'iconographie, elle est là, les images sont là. Mais il n'y a aucun examen qui peut faire le lien entre prouver le caractère sécrétant de ces tumeurs. Regardez cet IRM avec soustraction de graisse. Ça veut dire qu'ils vont enlever la graisse, le CQ, le rein et la surrénale. Et après avoir enlevé la graisse, il y a une petite masse ici. C'est ça le nodule. Pour les radiologues, que ce soit sur le scanner ou l'IRM, c'est un adénome. Mais on n'arrive pas à prouver ça sur le plan biologique, puisque les premiers examens qui ont été faits, il n'y avait pas d'hypocalémie, il n'y avait pas de système rénine-angiotensine n'était pas perturbé. On l'a contrôlé après traitement, mais on ne pouvait pas arrêter le traitement pour le faire. Bon, les résultats ne sont pas très concluants. Maintenant, 1 mois après, le malade il est à 14,9. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est un petit peu contrôlé, mais difficilement. Il ne prend pas de sel, tous les médicaments. Et point de vue biologique, j'ai soumis le dossier à Mme Abir pour voir est-ce que sur son expérience, il y avait pour voir comment on peut avancer. Et pour elle, j'ai vu avec elle aujourd'hui, pour elle, ces examens-là ne sont pas contribuants parce que c'était fait sous traitement médical, aldactone, IEC. Seulement sur le plan pratique, c'est difficile d'arrêter le traitement pour pouvoir faire des examens, hypertension artérielle maligne, des symptômes permanents, des modifications. Donc ça pour dire que ces adénomes-là, lorsqu'on les voit, est-ce qu'on peut les décrire comme des adénomes responsables de pathologie ou bien c'est des incidentalomes, c'est-à-dire des tumeurs découvertes de façon fortuite et qui sont là et n'ont aucun caractère pathologique. Mais il est primordial de le chercher et surtout les diagnostiquer parce que le pronostic cardiovasculaire il est mauvais. Les complications sont 2 fois celles qu'on regarde sur le patient. Vous avez terminé votre temps. Hein? Oui. Il faut faire vite. Hein? Voilà. Les complications sont très importantes et qui font la cause la plus fréquente des hypertensions artérielles endocrines, que la plupart des temps, leur mécanisme est impliqué avec le mécanisme de l'hypertension artérielle essentielle et que pour le diagnostic biologique, il est très difficile de faire la part des choses parce que généralement, ce sont des gens qui sont prélevés sous traitement médical et dont les conditions de prélèvement médical ou changement alimentation ou position peut changer le résultat et dont le seul traitement en plus de l'aldactone qui permet de bloquer le système de la sécrétion de l'aldactone, il faut les opérer seulement, il faut les opérer à preuve. Parce que le chirurgien, lorsqu'on lui a donné ça, il a dit « j'ai déjà opéré ça, techniquement je peux le faire, mais quelquefois c'est de la graisse ». Alors prouvez, est-ce qu'on peut arrêter les médicaments pour faire les examens? On peut se fier à la radiologie, ou bien à tort, on donner les malades au chirurgien, c'est très difficile comme décision. Voilà. Je vous passe furtivement une petite revue de littérature qu'on a fait, et j'insiste sur ça, le dépistage de tumeurs sécrétantes d'aldostérone, ce qu'on appelle l'hyperaldostéronisme primaire, syndrome de Cohn,
c'est ça, le dépistage, le diagnostic est porté, c'est le rapport est supérieur à 50 et un rapport supérieur à 50 de l'aldostérone sur activité rénine plasmatique. Et il y a une forte suspicion, c'est le rapport supérieur à 30. Chez ce malade, la biologie n'est pas très contributive. Donc on ne sait pas si on laisse le malade sous traitement médical ou on donne au chirurgien. Le chirurgien, il a dit, lorsque tout est bon sur le plan biologique et tout, moi je l'opère. Voilà. Moi, je crois que c'est un malade jeune, et si on arrive à démontrer que c'est un cône, que c'est un hyperaldostéronisme primaire, c'est quand même important pour son avenir. Il faut absolument s'arranger pour arrêter le traitement et faire une exploration établissant une relation entre l'hypertension et la tumeur qu'on voit. Vous ne pouvez pas le laisser. Absolument. J'ai vu avec le médecin biologiste de la clinique hier. Il a dit qu'on peut l'hospitaliser et lui fait les prélèvements dans les conditions, c'est-à-dire couché, debout. Et dans ce cas, on le met sous boloxène injectable. Le problème, c'est qu'il faut arrêter les traitements quelquefois jusqu'à 20 à 1 mois avant. Alors, comment il faut faire? Un mois. Pas un mois quand même. Voilà. Si je devais me prononcer pour ce patient, je dirais que c'est un adénome. Tout va vers l'adénome. Si on devait se prononcer comme ça, je dirais qu'il s'agit d'un adénome. L'imagerie est très en faveur de l'adénome, pas de l'incidentalome. Le message, c'est que, en fait, nous, on est parti pour chercher quelque chose et on a trouvé fortuitement autre chose. Absolument. Et on est obligé de faire les choses un petit peu à l'envers. Normalement, on commence par le diagnostic biologique et hormonal. Mais je pense qu'on peut arrêter quelque temps le traitement. Et ne serait-ce qu'un rapport pour conforter le chirurgien. Le chirurgien qui a refusé de l'opérer, je le connais, il a eu raison parce qu'il a opéré il y a longtemps. Il m'avait envoyé une patiente après l'avoir opérée et n'avoir rien trouvé sur une imagerie scanographique. Image évoquant un adénome, il a ouvert, il n'a rien trouvé. Et donc je comprends qu'il a besoin d'être absolument conforté pour le diagnostic. Mais tout plaide en faveur d'un adénome. Et le problème de ces hypertensions secondaires, et particulièrement l'adénome, c'est que leur sévérité est extrêmement importante, beaucoup plus importante à chiffre égal qu'une HTA essentielle. Donc d'où l'importance de trouver vraiment l'étiologie. Mais en général, ils réagissent au spironolactone, ces malades-là. Oui, ça a été longtemps utilisé comme un test thérapeutique aussi, qui permet de faire avancer le diagnostic. Le fait qu'ils réagissent est en faveur de l'adénome. Mais bon, 43 ans, le laisser sous spironolactone tout le restant de sa vie, c'est pas évident. Absolument. Non. Et il n'y a toujours pas de relation entre la douleur qu'il a eue, antérieure, postérieure, etc. Et votre tumeur. Il continue à avoir les douleurs. Maintenant, Non, c'est surtout l'électrocardiogramme. Encore la douleur, je veux bien qu'elle soit subjective. Mais l'électrocardiogramme, moi je ne suis pas sûre qu'il n'ait pas du tout de problème de kaliémie. Il y a encore beaucoup de choses à faire chez ce patient, parce que même le dosage du potassium a été fait sous traitement. Oui, mais les troubles de la repolarisation, c'est-à-dire, quels qu'ils soient, ne sont pas, si vous voulez, ne peuvent pas correspondre obligatoirement à une maladie coronaire. C'est vrai que c'est clair, il a une hypertrophie ventriculaire gauche d'ailleurs. Il a une HVG. Il a une HVG aussi. Oui, mais ce n'est pas la repolarisation de l'HVG. Ce n'est pas une repolarisation de l'HVG. C'est aussi des problèmes de réserve coronaire quand il y a une hypertrophie ventriculaire gauche. absolument.